Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle fiche de lecture, ça faisait pas mal de temps, où nous allons voir le livre Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie d'Édouard Bernays. C'est un livre que j'ai lu dans un but quasiment historique, puisque c'est l'un des livres les plus influents, ou l'une des personnes, en tout cas Bernays, les plus influentes du siècle précédent. En gros, pour faire simple, c'est lui qui a vraiment créé et systématisé, ou en tout cas théorisé, les relations publiques. Lui, il appelle ça de la propagande à l'époque, puisque, en fait, vu que ça n'existait pas, ça a quand même une forme de propagande. Et aujourd'hui, on appelle ça des relations publiques ou du marketing. Mais en fait, ça revient pas mal au même. Édouard Bernays, c'est qui? C'est le neveu de Freud. C'est-à-dire que sa mère était la sœur de Freud, et en plus c'était un double neveu de Freud, puisque Freud était marié à la sœur de son père. Donc en fait, voilà, on voit un peu le quatuor des deux couples, et donc Édouard Bernays est né dans cette ambiance, avec son oncle qui est Freud, le créateur de la psychanalyse moderne. Donc on se doute qu'il a été pas mal influencé par ces théories, et ils en parlaient pas mal à la maison apparemment. Et ça fait que lui ensuite s'est intéressé à comment utiliser ce qu'a créé son oncle, c'est-à-dire la psychanalyse, comment comprendre le cerveau pour ensuite l'utiliser à ses fins dans la société. Et donc, évidemment, ça fait la propagande ou les relations publiques. Alors, je vous conseille pas mal cette édition pour une raison. Il y a une préface super sympa d'un professeur de l'Université de Québec à Montréal, à l'UQAM, où il explique un peu le contexte. Par contre, je vous la déconseille pour une autre raison, moi qui ai tendance à pas mal transporter mes livres. Comme vous le voyez, ça a été pas mal abîmé dans le transport parce que la couverture est cartonnée et pas plastifiée, enfin en tout cas je sais pas trop, mais bon, ça se déchire très facilement, alors que ça m'arrive assez rarement de déchirer des livres, alors que j'en prends pas très soin, mais en tout cas celui-là, il est très fragile. Donc, comme je vous le disais, c'est le neveu de Freud, donc il va déjà avoir une influence dès son enfance sur comment on comprend l'être humain, mais en plus c'est un grand admirateur de Lippmann. Lippmann, c'est en fait le père du néolibéralisme. Et lui va complètement adhérer aux théories de Lippmann. Donc la théorie de Lippmann, pour faire simple, c'est que l'homme a évolué donc de façon darwinienne pendant des millénaires et des millénaires, et depuis en gros le milieu du 19e siècle, il y a eu une sorte d'accélération énorme de notre société, avec en fait l'âge industriel, et ça a fait que la plupart des gens, eux ce qu'ils veulent, c'est simplement travailler pour subvenir à leurs besoins, avoir une famille et se distraire. Et avec le nouveau type de société politique, c'est-à-dire la démocratie, normalement, il devrait en plus vouloir s'intéresser à la vie de la cité. Sauf qu'il n'en a plus le temps, ou pas l'envie. Et donc l'idée de Lippmann, c'est que la société s'est tellement accélérée, avec l'âge industriel, qu'en fait, simplement, ça devient beaucoup trop complexe. Donc, la masse, comme il l'appelle, doit confier à quelques personnes éclairées, dont c'est le métier, qui ont le temps, son destin, comment évoluer. Et vraiment, Lippmann croit vraiment à ça, qui est que, en fait, dans une démocratie, il faut qu'il y ait un gouvernement invisible qui indique à la masse là où elle doit aller. Et pour cela, pour que cela se fasse de façon simple, sans contrainte, il faut fabriquer le consentement de la population. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment, pour lui, quelque chose de fondamental pour le bien de la société. C'est-à-dire, évidemment, ça heurte un peu quand on le dit comme ça, mais pour lui, il n'y a pas de morale là derrière ça, c'est vraiment important de faire ça, parce que la société et l'évolution de l'homme ne lui permet plus de comprendre la société qui va tellement vite, et comme ça ne lui permet plus de la comprendre, il faut guider la masse pour elle. Donc c'est vraiment des gens qui croient
faire ça, enfin cette idéologie, c'est de la vertu. Pour eux, c'est vertueux de dire au peuple ce qu'il doit faire, parce qu'il ne peut pas s'en rendre compte lui-même. Et donc, il va falloir, pour que ça se passe en douceur, parce que pour Lippmann, s'il y a une guerre civile, s'il y a des heurts, c'est un échec de ceux qui dirigent. Donc ce n'est pas quelque chose de positif. Par exemple, une manifestation où il y a des gens qui se font frapper, c'est que le gouvernement a été mis en échec. Donc pour lui, ça doit se passer en douceur. Et pour se passer en douceur, il faut fabriquer le consentement. Et en fait, c'est de ça dont va nous parler Bernays. Donc lui, il est complètement d'accord avec les théories de Lippmann, qui est qu'il faut fabriquer le consentement, et il développe les techniques pour le fabriquer. Donc notamment en s'intéressant aux travaux de son oncle. Il était parfaitement placé pour faire cela. Et en fait, il a créé la première société en relations publiques au monde. Et après, quand on fabrique votre consentement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, c'est les industriels qui l'ont fait, évidemment. Ce qu'ils veulent, c'est fabriquer le consentement pour que vous achetiez ce dentifrice plutôt qu'un autre, ces chaussures plutôt que celle-ci, ainsi de suite. Donc, on fabrique ce consentement. Et ensuite, ce qu'il a remarqué, Bernays, c'est que en politique, c'est exactement la même chose. Sauf que les politiciens, dans leur système, entre guillemets, de propagande, d'influence, étaient très mauvais. Et il s'est rendu compte que, par contre, les industriels étaient très bons. Et puis lui a vraiment participé au fait que les industriels étaient très bons. Donc ensuite, il a contacté enfin, en tout cas, je sais pas si c'est lui qui a contacté directement ou ça s'est fait un peu comme ça. Il a fait que les politiciens ont adapté les techniques des industriels pour être élus. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de démocratie. Mais en fait, dans son livre, il parle de démocratie, mais il parle aussi pas mal d'industrie, de comment fabriquer le consentement des acheteurs. Mais en gros, ça se résume à que l'on fabrique le consentement d'un acheteur ou d'un électeur, en fait, les techniques reviennent aux mêmes. Et il a eu de très nombreuses réussites. Il a écrit ce livre, oui, c'est ça que j'aurais dû dire dès le début, en 1928. 1928, donc c'est il y a bientôt un siècle. À l'époque, on était au balbutiement de la propagande et de la manipulation de masse. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec Facebook, avec tous les réseaux sociaux, avec les sortes d'armes énormes qu'on a pour être atteint de partout, en fait, je veux dire, à l'époque, ils jouaient avec leur crotte de nez, quoi. C'était les mecs remplissaient des stades et puis ils essayaient de faire de la propagande sur un stade. Mais sauf que là, aujourd'hui, vous pouvez toucher avec une pub à la finale du Super Bowl 1 milliard de personnes, ou 2 milliards, j'en sais rien. Donc, aujourd'hui, avec l'accélération encore plus de notre société, avec les portables, la télé, Internet, en fait, c'est à faire pâlir les plus grands propagandistes de l'histoire. C'est-à-dire que Staline ou Goebbels, ou tous ces gens-là, aujourd'hui, c'était des gens qui avaient ils propagandaient, mais ils avaient des outils de propagande hyper faibles. Aujourd'hui, ça les ferait pâlir tout ce qu'on peut faire. Donc maintenant, il faut s'imaginer que ces idées sont là depuis plus d'un siècle. Les idées de Freud pour comprendre l'esprit humain sont là depuis plus d'un siècle, même s'il a dit beaucoup de conneries. Hein. Mais et puis il y a pas mal de ces théories qui sont remises en cause, mais il a quand même la primauté. C'est quand même le père, lui, qui a créé le premier la psychanalyse, qui a ouvert la voie. Donc ça fait 120 ans que cela existe. Donc évidemment qu'après plus d'un siècle de développement, évidemment que les techniques de manipulation et de propagande sont de plus en plus efficaces. Aujourd'hui, on a l'apparition du neuromarketing, de la neuroscience, c'est-à-dire qu'on va même plus essayer de faire des théories de psychanalyse, de psychologie sur votre cerveau. On va directement vous mettre des images, regarder à l'intérieur de votre cerveau, avec des scanners, comment il y répond. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec ces neurosciences qui sont passionnantes, hein, j'adore lire des bouquins de neurosciences, mais en fait, ok, c'est hyper intéressant, mais ça amène au neuromarketing. C'est-à-dire, moi je connais une personne qui a étudié les neurosciences et qui aujourd'hui fait du marketing et qui utilise les neurosciences pour faire du marketing. C'est-à-dire qu'on utilise votre cerveau contre vous. Les instincts primitifs qu'on a toujours eus pour évoluer dans la nature,
aujourd'hui, ils nous servent plus, mais en fait, presque ils nous desservent, ils vont nous servir. Certaines personnes qui les comprennent mieux que nous, puisqu'ils les ont étudiés, vont se servir de ces instincts, de ces réflexes que l'on a, contre nous, pour qu'on achète tel yaourt, ou pour que l'on vote pour telle personne. Enfin voilà, vous allez me dire, ça va très loin, mais en fait, j'aurai d'autres livres plus tard, où tels que La persuasion clandestine, où on va parler de Noam Chomsky, il démontre ceci très bien, comment aujourd'hui les outils qu'ils ont contre nous sont parfaits pour notre cerveau, puisqu'ils résultent de l'étude de notre cerveau. D'ailleurs, ce que je me disais, à la fin, après avoir lu ce livre, c'est pourquoi ce n'est pas ce genre de livre qu'on enseigne dans nos écoles. C'est-à-dire quand on a 14, quand on a 15 ans, on nous fait lire de la vieille littérature. Bon, moi, j'avais pas du tout la maturité de la comprendre et ça me faisait chier, alors qu'aujourd'hui, il y en a pas mal que j'adore. Mais si c'est ça qu'on nous enseignait, ça serait vraiment un outil d'autodéfense intellectuelle contre les techniques. Et depuis que j'ai lu ce livre, et même vu que j'avais lu d'autres bouquins sur ce thème avant, maintenant, dès que j'allume la télé, dès que je vois une pub, même les infos, à chaque fois ça me choque, des outils de manipulation, des techniques, c'est quoi, c'est un livre, Petit guide de manipulation pour les honnêtes gens. Il me semble que c'est ça le livre, ça fait longtemps que, je l'ai lu il y a 12 ou 13 ans, où il y a plein de techniques de manipulation très simples, hein, comme le pied dans la porte, ou je me rappelle plus tout exactement. Mais ça, on les retrouve partout, et même dans les infos, même sur le journal de France 2, de 20h, c'est vraiment fou. Et en fait, quand on lit ces bouquins, après, dès qu'on allume la télé, on voit que ça c'est impressionnant. Je sais que ça me fait penser à une citation dans l'autobiographie de Nelson Mandela, qui s'appelle Un long combat vers la liberté, ou Un long combat pour la liberté. Et il dit, un combattant de la liberté ne regarde pas les informations pour s'informer de ce qu'il se passe, mais il regarde les informations pour s'informer de ce qu'on veut qu'il croie. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de livre pour moi qu'il faudrait mettre à l'école quand on est au collège. Déjà ça passionnerait les ados, et en plus ça leur ouvrirait l'esprit sur comment on peut utiliser leur cerveau contre eux. Et bon, vous allez me dire, on va tous en fabriquer des complotistes si on les fait lire ça à 14 ans, ce qui est bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas on leur ouvrirait l'esprit. Je pense qu'on serait dans une société un peu différente. Et une autre pensée que je me suis écrite au début, c'est que je faisais le parallèle entre les astronautes et les hommes politiques. Bon, c'est une petite idée à la con qui m'a fait marrer. C'est-à-dire que les astronautes, il y en a très peu qui vont dans l'espace. Pour devenir astronaute, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a très peu d'élus, et c'est des gens qui sont surentraînés physiquement, mentalement, intellectuellement. Et en fait, ils passent toute leur vie à s'entraîner dans ce but. Et c'est une erreur aujourd'hui quand on voit des hommes politiques pour la plupart, qui sont des gens qui ont des opinions et qui veulent les porter très haut. Moi, la plupart des hommes politiques, surtout en France quand on sort de l'ENA, on a été sélectionné à 21 ans parce qu'on a gagné un concours oratoire. Donc on sort de l'ENA, c'est pas pour nos idées, c'est juste parce que on a su être plus conforme que les autres, se plier à des règles d'un concours et être une sorte de bête de foire intellectuelle, évidemment, ils sont hyper impressionnants intellectuellement. Mais ça veut pas dire qu'ils ont des idées, ça veut pas dire que ils doivent être appelés à administrer un pays parce qu'à 21 ans ils ont réussi un concours. Bref. Et donc en fait, aujourd'hui quand on voit nos hommes politiques, il faut plus les voir comme des astronautes. C'est-à-dire, ce sont des bêtes de concours qui sont surentraînés à la communication, qui ont d'ailleurs des énormes équipes de communication derrière. Avant, quand on regarde les discours des hommes politiques dans les années 30, quand on regarde les discours de Roosevelt, par exemple, ou de De Gaulle, il avait personne derrière lui, il n'avait pas de conseiller en communication qui disait faut dire ça, faut pas dire ça, faut prendre cette intonation, Je veux dire, c'est des mecs, ils avaient des idées, ils les portaient parce qu'ils y croyaient. Aujourd'hui, c'est des mecs qui sont surentraînés avec une énorme équipe de communication, qui savent placer leur voix, et c'est
donc juste des mecs surentraînés à la communication, parce qu'il y a très peu d'élus. Comme les astronautes sont surentraînés mentalement et physiquement, parce qu'il y a très peu d'élus pour aller dans l'espace. Moi, c'est comme ça aujourd'hui que je vois les hommes politiques. Évidemment, il y en a peut-être quelques-uns qui sont un peu différents, mais pour moi, quand on a des idées et qu'on n'a pas d'équipe de communication derrière, on va pas très loin. Bref, en tout cas, c'est un livre que je vous conseille beaucoup, qu'il faut lire au moins pour l'histoire de ce livre, l'histoire de l'influence qu'il a eue dans tout le siècle précédent. Et par exemple, si vous lisez Noam Chomsky s'est énormément intéressé à Bernays. Donc Noam Chomsky, il faudra que je fasse une fiche de lecture aussi sur par exemple, c'est la fabrication du consentement et propagande, médias et démocratie, je crois. Je crois que c'est les 2 livres que j'avais lus, je me rappelle plus exactement le titre du second. Mais Noam Chomsky, c'est vraiment très intéressé à cette personne, forcément. C'est l'un des mecs les plus influents du siècle précédent dans le marketing et même dans le système politique qu'on a eu. Et donc je vous conseille de le lire pour ça, c'est très intéressant de voir sa pensée, de voir la pensée qui a influencé vraiment la politique du siècle dernier. Même si je dois vous l'avouer, donc je suis parti avec un petit a priori contre celui-là, parce que je le connaissais, enfin même si je l'avais pas encore lu, je m'étais intéressé pas mal à ce bouquin, et je m'attendais à vraiment être dégoûté de plein de choses, mais en fait ça n'a pas vraiment été le cas, parce que, comme je vous dis, le mec croit vraiment à ce qu'il dit. Il croit vraiment que il faut faire de la propagande pour diriger les gens, parce que ils n'ont pas le temps de réfléchir. Donc c'est complètement antidémocratique, hein, évidemment, mais comme il y croit vraiment, en fait, ça devient pas dégoûtant. Je m'attendais à avoir uniquement une sorte de narcisse en puissance. Tous les gens sont cons. Voici. C'est pour ça qu'il faut leur dire. Bon, c'est un peu. J'exagère, je tire le trait, mais je m'attendais un peu à ça. Et en fait, c'est assez déconcertant de voir que non, le mec est sincère et il pense que c'est une vertu de faire ça. Bon, ça me rend triste, hein. Mais d'ailleurs, plusieurs fois, dans le bouquin, je dis, ouah, le mec, il croit vraiment, quoi. Je note un truc à côté, il y croit vraiment, quoi. C'est fou. Et, bon, par contre, voilà, donc, finalement, mon a priori a été un peu cassé, mais c'est assez marrant. Par contre, évidemment, que ça m'a vraiment dégoûté de libéralisme. Tout ce qui me dégoûte dans le libéralisme, c'est exactement cette pensée. D'ailleurs, Lippmann, c'est donc le maître à penser de Bernays, enfin le mec qui a influencé Bernays, c'est vraiment le père du néolibéralisme. Donc, et ça, je l'ai appris après d'ailleurs. Et donc, moi, en lisant ce livre, je me suis dit, waouh, ça pue le libéralisme. C'est tout ce qui me dégoûte dans le libéralisme. Évidemment, libéralisme, c'est pas juste dire il faut tous être libres parce que tout le monde est pour la valeur de la liberté. Mais quand on s'intéresse vraiment à ce qu'est le libéralisme, moi je sais que j'ai des connaissances qui sont libérales, qui sont des libéraux, et moi ça m'a toujours dégoûté. J'aurais pas mal de choses à dire là-dessus, en fait je pourrais passer 1 heure à parler du libéralisme, mais notamment, disons, non, franchement, j'ai même pas envie de commencer ce débat. Bon, en tout cas, voilà. Ça m'a dégoûté de libéralisme. Et il faut que je vous conseille absolument une Thinkerview. Donc, une Thinkerview, c'est une chaîne YouTube où ils font des interviews vraiment à la marge. Et je vous les conseille toutes, déjà. Mais il y en a une que j'ai écoutée depuis avoir lu ce livre. Et c'est super parce que c'est vraiment presque, elle résume toute la pensée de ce livre. C'est Barbara Steigler, donc je vais vous mettre le lien sous cette vidéo. C'est exceptionnel cette interview. Elle explique justement Lippmann, Bernays, et elle explique toute l'histoire du libéralisme, de l'ultralibéralisme, du néolibéralisme, les différences entre tous ces libéralismes, comment ils sont arrivés au pouvoir, comment c'est devenu d'une idéologie un peu à la marge, mais vraiment l'idéologie de masse aujourd'hui. Et c'est une Thinkerview. Enfin, Barbara Steigler, c'est une professeure à l'université de Bordeaux en psychologie politique. C'est passionnant. Honnêtement, moi qui regarde les Thinkerview tout le temps en boucle, il y en a plein que j'ai vu des dizaines de fois, celle-là, elle est passée dans mon top 3
directement. Je l'ai vu 3 fois en 2 semaines, je crois. Donc c'est vraiment génial. Il faut absolument que vous alliez voir cette Thinker. Et ça parle exactement de ce thème, donc ce sera presque une fiche de lecture. Donc maintenant, nous allons passer à la fiche de lecture avec les citations de ce bouquin. Je vais commencer par la préface. Donc la préface faite par Normand Baillargeon, donc un professeur à l'UQAM, l'Université de Québec à Montréal, en sciences politiques. Donc il commence sa préface avec une citation de Noam Chomsky, évidemment. La propagande est à la démocratie ce que la violence est à un État totalitaire. Donc c'est la citation la plus connue de Chomsky. Il me semble que c'est par là que j'avais connu Chomsky et directement acheté 3 de ses livres, mais pas tous lus, hein, il m'en reste un. Alors là, on arrive à un petit moment. Donc il parle de la commission Créel. Créel, c'est c'est au courant des années 1800 et début des années 1900. On assiste durant ces années à l'avènement des trusts et des firmes. Entité immensément puissante et bientôt dotée d'une reconnaissance légale comme personne morale immortelle. À leur tête se trouvent souvent des mercenaires que l'histoire appellera les barons voleurs, comme Carnegie, Steele, Rockefeller, Hoyle, Cornelius, ainsi de suite. Voilà. Leur recherche d'efficacité et de rentabilité produit des phénomènes profondément inquiétants de concentration des capitaux, de formation de monopoles, en plus de générer des crises économiques à répétition. Il y en eut en 1873, 1893, il y en aura de nouvelles en 1907, 1919 et 1929, évidemment la crise de 29. Celle-ci apporte, ouvrez les guillemets, le froid, la faim et la mort aux gens du peuple, tandis que les Astor, les Vanderbilt, les Rockefeller et les Morgan poursuivent leur ascension en temps de paix, comme en temps de guerre, en temps de crise, comme en temps de croissance. Bon, en gros, ce qu'il explique, je le résume très rapidement, je me suis noté, le capitalisme tue, c'est-à-dire que, évidemment, quand il y a des accumulations extrêmes de richesses, ça crée des crises. D'ailleurs, il faut vraiment que vous vous renseigniez sur la crise de 29. Qu'est-ce qu'il a amené? Donc c'est là vraiment la financiarisation, la superfinance qui a amené cette crise, qui a créé cette crise, qui a fait des morts dans la rue. Et c'est ça qu'a cassé Roosevelt à l'époque, avec le Stiegel-Glass Act. Donc faut s'intéresser à Roosevelt, hyper important. Comment il a réussi à casser les trusts. Mais évidemment, au bout d'un moment, ces trusts reviennent. Et en fait, la nouvelle crise qu'on a connue en 2007, ça ressemble un peu à ça. C'est la super financiarisation de l'économie qui déraille complètement et qui amène à une crise où nous, en France, on l'a pas trop ressenti parce qu'on est un peu protégé. Mais aux États-Unis, il y a eu des millions de personnes qui ont perdu leur maison, qui ont fini dans la rue. Donc voilà. Donc là, il parle de Bernays en tant que praticien et théoricien des relations publiques. Il a appuyé sa pratique des relations publiques à la fois sur les sciences sociales, psychologie, sociologie, psychologie sociale et psychanalyse, et sur diverses techniques issues de ces sciences, sondages, interrogations d'experts ou de groupes de consultation thématiques, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que Bernays est l'un des premiers, vu que ça faisait peu de temps que ça existait, ces sciences, qui s'est appuyé sur les sciences pour faire des relations publiques. C'est vraiment, aujourd'hui, le neuromarketing, quoi. C'est les balbutiements du neuromarketing. C'est le premier à avoir développé ce genre de choses. Donc là, il parle un peu des réussites de Bernays. Après la publication de Propaganda, Bernays réalisa un grand nombre d'autres campagnes dont plusieurs restent légendaires. Celle de l'organisation en 1929 pour General Electric d'un anniversaire prenant prétexte de l'invention de la lampe à incandescence de Thomas Edison, événement que certains tiennent toujours pour un des plus spectaculaires exemples de la propagande accomplie en temps de paix. Mais on peut soutenir que le succès le plus retentissant de Bernays sera d'avoir amené les femmes américaines à fumer. Cet épisode si éclairant sur sa manière de penser et de travailler mérite d'être raconté en détail.
Donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur comment il a amené les femmes américaines à fumer. C'est passionnant cet exemple. Nous sommes en 1929, et cette année-là, George Washington Hill, président de l'American Tobacco Company, décide de s'attaquer au tabou qui interdit à une femme de fumer en public. Un tabou qui, théoriquement, faisait perdre à sa compagnie la moitié de ses profits. Hill embauche Bernays, qui de son côté, consulte aussitôt le psychanalyste Abraham Arden Brill, une des premières personnes à exercer cette profession aux États-Unis, donc de psychanalyste. Brill explique à Bernays que la cigarette est un symbole phallique représentant le pouvoir sexuel du mâle. S'il était possible de lier la cigarette à une forme de contestation de ce pouvoir, alors les femmes en possession de leur propre pénis fumeraient. La ville de New York tient chaque année à Pâques une célèbre et très courue parade. Lors de celle de 1929, un groupe de jeunes femmes avait caché des cigarettes sous leurs vêtements et à un signal donné, elles le sortirent et les allumèrent devant des journalistes et des photographes qui avaient été prévenus que ces suffragettes allaient faire un coup d'éclat. Dans les jours qui suivirent, l'événement était dans tous les journaux et sur toutes les lèvres. Les jeunes femmes expliquèrent que ce qu'elles allumaient étaient des flambeaux de la liberté, ou en anglais Torches of Freedom. On devine sans mal qui avait donné le signal de cet allumage collectif de cigarettes et qui avait inventé ce slogan, ainsi de qui avait alerté les médias. Le symbolisme ainsi créé rendait hautement probable que toute personne adhérant à la cause des suffragettes serait également dans la controverse, qui ne manquerait pas de s'ensuivre sur la question du droit des femmes de fumer en public, du côté de ceux et de celles qui le défendaient. Cette position étant justement celle que les cigarettiers souhaitaient voir se répandre. Fumer étant devenu socialement acceptable pour les femmes, les ventes de cigarettes à cette nouvelle clientèle allaient exploser. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que, parce que si on s'intéresse un peu plus sur Internet aux Torches of Freedom, donc aux torches, aux flambeaux de la liberté, c'était vraiment un mouvement considéré comme féministe pour la liberté de la femme, c'était l'avenir, ainsi de suite. Alors qu'en fait, ça a été créé de toutes pièces par les agences de tabac qui ont pris contact avec l'un des meilleurs propagandistes de l'époque. Donc, ce qui était du féminisme, en fait, c'était juste créé par l'industrie. Et ensuite, évidemment, une fois que vous avez lancé la chose, mais après, il va y avoir plein de stars femmes qui vont reprendre, plein même de stars hommes qui vont dire oui, je suis féministe, je suis pour le droit des femmes, il faut que les femmes puissent fumer, et qui vont être de bonne foi. Mais en fait, à la base, elles ont été propagandées. Donc on voit que ce symbole du féminisme, que sont les flambeaux de la liberté, en fait, ça a juste été créé par de la propagande au début. Et bon, moi je trouve que pas mal de fois, quand on va sur Internet, qu'on voit des propos féministes ou autres, ou sur plein d'autres sujets, j'ai l'impression qu'on retrouve parfois ce genre de propagande avec des gens qui les suivent juste pour suivre une tendance. Bon, après, évidemment, ça veut pas dire que je suis anti-féministe. Je trouve que certaines personnes sont extrêmes et que ces extrêmes ne sont pas forcément blancs. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je vous laisse à votre libre arbitre, libre interprétation. Bernays aspire à fonder sur des savoirs, ici la psychanalyse, sa pratique des relations publiques. Cette ambition, on l'a dit, est le deuxième trait qui le distingue de ses collègues. Bernays, et là réside en grande partie l'originalité de sa démarche, est en effet convaincu que les sciences sociales peuvent apporter une contribution importante à la résolution de divers problèmes sociaux, et donc aux relations publiques. Il consulte donc ces disciplines et leurs praticiens, s'en inspire, et leur demande des données, des techniques, des stratégies, des concepts et des théories. Donc là, il parle un peu plus loin de Lippmann, donc le Lippmann qui est l'un des grands maîtres à penser de Bernays. Lippmann et d'autres à leur suite ont poursuivi ces recherches sur la mentalité collective, ont démontré d'une part que le groupe n'avait pas les mêmes caractéristiques psychiques que l'individu,
D'autre part, qu'il était motivé par des impulsions et des émotions que les connaissances en psychologie individuelle ne permettaient pas d'expliquer. D'où naturellement la question suivante. Si l'on parvenait à comprendre le mécanisme et les ressorts de la mentalité collective, ne pourrait-on pas contrôler les masses et les mobiliser à volonté sans qu'elles s'en rendent compte? Voici qu'on arrive à la première citation qui a 3 étoiles du bouquin. Donc, citation que j'ai pas mal appréciée. Se profile alors un projet politique que Bernays va assumer et s'efforcer de réaliser. Il s'agit, selon les termes de Lippmann, de faire en sorte que la masse se contente de choisir parmi les membres des classes spécialisées les hommes responsables auxquels il reviendra de protéger la richesse de la nation. Donc là, bon, par exemple, ça fait pas mal penser à l'ENA, c'est-à-dire qu'on va sélectionner certaines personnes, bon, ici on les sélectionne à 21 ans, qui vont faire partie d'une classe spécialisée, qui vont être des hommes responsables, qui vont être là pour protéger les richesses de la nation. Bon, s'ils en prennent un peu pour eux, évidemment, ils le méritent. C'est des gens spécialisés, c'est des gens responsables. Enfin, voilà. Déjà, si on donne autant de pouvoir à peu de gens, c'est quand même assez dangereux, on le voit assez rapidement. Bon. Mais, on continue. Pour que la masse se contente de jouer ce rôle, il sera nécessaire d'opérer ce que Lippmann décrit comme une révolution dans la pratique de la démocratie, à savoir la manipulation de l'opinion et la fabrication des consentements. Indispensable moyen de gouvernement du peuple. Le public doit être mis à sa place, afin que les hommes responsables puissent vivre sans craindre d'être piétinés ou encornés par le troupeau des bêtes sauvages. Voilà, donc on va vous faire croire qu'on est en démocratie, on va utiliser les rouages de la démocratie pour en fait contrôler. Voilà, donc ça c'est le but de ces gens-là. Personnes qui vont ensuite être parmi les plus influentes avec le marketing, la propagande. Enfin, bon, ça c'était il y a un siècle. Donc maintenant il faut s'imaginer où est-ce qu'on en est dans le progrès de ces idées. Sachant que c'est le père du néolibéralisme. Hein. Donc, pour info d'ailleurs, ça me fait penser à Jordan Peterson. Donc Jordan Peterson qui est un professeur d'université en psychologie, ça doit être à Ottawa ou Toronto, je sais plus. Bon, qui a été pas mal médiatisé parce qu'il dit, enfin moi je trouve que en général ses propos sont assez sensés. Il est pas aimé parce que il a eu des propos sensés contre des féministes extrêmes. Bon. Mais bon, je vous conseille d'aller voir ses propos. Mais en fait, il explique un truc, c'est que dans une société, entre guillemets, libérale, méritocrate, ce qu'il se passe, c'est que les personnes qui vont arriver au pouvoir, comme que ce soit dans l'industrie ou en politique, puisque bon, il y a vraiment un parallèle entre les deux mondes, donc un chef d'une très grande industrie, on parle pas du petit patron de PME, voilà, on parle vraiment de grands chefs d'industrie, ou un politicien qui arrive à chef de l'État, ministre, quoi. C'est des gens qui ont vraiment sont des extrêmes. Ils sont pas dans la moyenne. Ils ont des taux entre guillemets d'agressivité. Donc là, on parle en psychologie, ou en tout cas, ils ont un pouvoir, une capacité de mettre leur vie personnelle de côté, parce que devenir grand patron, c'est très compliqué. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc en fait, c'est des gens qui ont cette capacité de se dire ma carrière est plus importante que ma vie privée. C'est des gens qui vont avoir la capacité d'écraser l'autre pour y arriver. Donc une faible empathie, ainsi de suite. Donc pour moi, le libéralisme, c'est ça qui va favoriser. Il va favoriser les gens qui sont fous. On met au pouvoir les gens qui sont le plus aptes à écraser les autres. Donc sûrement pas à faire le bien pour les autres, pour le peuple. Vous voyez ? Bon, ça on peut citer. Bon, j'ai pas mal de vidéos. Je vais mettre une ou deux vidéos en lien en dessous de gens qui parlent de ça de façon intelligente et sûrement mieux que moi. Mais en tout cas, Jordan Peterson, il parle un peu de ça. Que en gros, il parle pas du libéralisme en général, c'est moi qui fais le parallèle avec le libéralisme. Mais le libéralisme, c'est la liberté d'écraser l'autre. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, quand on est libre de faire ça, on va donner le pouvoir à ceux qui
ont le moins d'empathie, qui ont le plus de probabilité de vouloir écraser autrui. Ça me fait penser à deux choses. L'une des premières, c'est que les personnes qui sont vraiment des libéraux avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, en général, ils voient les gens gentils, la gentillesse, comme de la faiblesse. Donc vous pouvez réfléchir. Je connais, évidemment, j'ai pas parlé avec tous les libéraux du monde. Si vous avez une autre expérience, je serais curieux. Mais, c'est-à-dire que si quelqu'un est gentil avec d'autres personnes, ils vont considérer que c'est quelque chose de faible, et que, par conséquent, c'est normal de l'écraser. C'est un peu comme dans la philosophie de Nietzsche. Pour ceux qui ont mal lu Nietzsche, hein. C'est-à-dire que la philosophie de Nietzsche, c'est c'est que de dire que la morale, c'est pas l'égalité. C'est pas dire je suis plus fort que toi, mais on va être dans une société où on est égaux, et c'est ça qui est moral. Non, pour lui, l'exemple qu'il prend, c'est le lion, il est immoral de lui demander de ne plus être un lion, c'est-à-dire de plus manger la gazelle. Voilà. Et c'est immoral pour quelqu'un de puissant de ne pas pouvoir exercer sa puissance. Et c'est immoral de lui demander ou de l'obliger à ne pas exercer sa puissance, puisque c'est quelqu'un de puissant. Donc ça, c'est vraiment la philosophie presque darwinienne, j'ai envie de dire, de Nietzsche. Naturaliste. Et ça, c'est... En résumé, c'est ceux qui ont mal lu Nietzsche qui vont dire donc il est normal pour un puissant d'écraser les autres. Parce qu'ensuite, Nietzsche, ce qu'il dit dans sa philosophie, c'est que c'est quand même pas pour ça, c'est pas parce que quelqu'un est puissant qu'il doit écraser les autres. S'il est puissant, il doit utiliser sa puissance pour faire grandir les autres, pour donner de l'énergie, pour donner de l'impulsion. Même si ça va être un leader, il peut leader positivement un peuple, des gens. Et ça va être quelqu'un de puissant qui va exercer sa puissance, mais il sera moral pour le coup, qu'il l'exerce de façon positive. Et donc quelqu'un qui va se dire j'ai lu Nietzsche, je suis plus puissant, plus intelligent que toi, qui est quelqu'un de gentil qui te laisse faire, donc je t'écrase. C'est quelqu'un qui a mal lu Nietzsche et qui, et pour moi la plupart des libéraux ont mal lu Nietzsche, même si je suis personne pour dire ça, hein, évidemment, hein, je suis pas psychologue ni philosophe, mais en tout cas voilà, c'est les libéraux que j'ai rencontrés, c'est les gens gentils sont des gens qui veulent être écrasés, qui sont faibles, alors que pour moi les gens normaux ou en tout cas les gens qui ont de l'empathie considèrent que les gens gentils sont des gens qui sont bons pour une société. Voilà, ça c'est mon opinion. Si vous êtes libéral, j'espère que vous serez pas heurté. Et j'avais pensé à un deuxième truc. Ah oui, c'est que ces derniers temps, j'ai regardé pas mal de vidéos sur les pervers narcissiques. Bon, alors c'est très compliqué de définir ce qu'est un pervers narcissique. Les psys luttent. Il y a plein de versions de ce qu'est un pervers narcissique, ainsi de suite. En tout cas, bon, il y a des vidéos de une psy à la maison. C'est une chaîne YouTube que je recommande, qui sont assez cool. Voilà, bon, même si la définition du pervers narcissique n'est pas claire, disons qu'il y a un spectre de narcissique, manipulateur narcissique, pervers narcissique, qui est assez large, et on va se mettre à peu près dans ce spectre. Et elle dit un truc super intéressant, c'est marrant, je l'ai vu tout à l'heure dans une vidéo, sur les pervers narcissiques. Elle dit que quand ils sont dans une position où ils ne peuvent pas écraser l'autre, où ils ne sont pas en train d'essayer d'avoir un pouvoir ou une puissance sur l'autre, même si l'autre n'essaie pas du tout d'avoir une puissance sur eux ni un pouvoir. En fait, c'est tellement logique pour eux que tout est des luttes de pouvoir comme ça, qu'en fait, ils vont avoir tendance à fuir ou à se défendre contre rien, contre des gens qui veulent même pas avoir le pouvoir contre eux. C'est-à-dire que pour eux, soit ils vont lutter pour avoir le pouvoir, soit dans leur logique, on ne peut que lutter pour avoir le pouvoir contre eux. On peut pas juste les considérer d'égal à égal. Bon, évidemment, nous, enfin, des gens gentils, entre guillemets, ne le savent pas. Donc ils vont être gentils, puis si la personne en face va pas pouvoir exercer son pouvoir, ben, elle va essayer de se défendre. Alors que la personne non perverse narcissique ne va même pas essayer, en fait. Et le fait de se dire, c'est un peu comme dans le sketch de Coluche, quand il t'attaque pas, il cherche qu'à se défendre. Mais c'est un peu ça. Et en fait, c'est un peu l'image que j'ai des gens ultra-libéraux. C'est une tendance pas perverse narcissique, mais c'est une vision de lutte de pouvoir sans cesse. Et le libéralisme, c'est ça. Il faut de la puissance, il faut, enfin, voilà, c'est un peu ça. Donc bon, c'est peut-être pas assez mature dans ma tête pour que j'en parle, mais je le dis quand même. Et puis ça va sûrement plus maturer.
D'ailleurs, ce que dit Jordan Peterson, c'est que, justement, c'est les gens les plus extrêmes, les plus fous, à qui on donne le pouvoir, dans une société libérale, puisque c'est ceux qui sont les plus aptes à écraser les autres. Et donc en fait, d'ailleurs, si on parle enfin, j'ai plusieurs amis psychologues, et quand on leur parle, ils te disent que les profils psychologiques de nos grands dirigeants, ou des dirigeants des grandes entreprises, si on les regarde, c'est, entre guillemets, pas très propre, quoi, je sais pas si c'est du pervers narcissique, mais en tout cas, c'est du narcissique à fond, et donc, c'est les gens qui écrasent le plus, comme le dit Jordan Peterson. Donc en fait, on favorise pas les gens les plus aptes à faire grandir une société. Bon après voilà, je suis assez contre le libéralisme, je suis contre plein de trucs de toute façon, donc vous dites pas que il est contre le libéralisme, il est forcément de gauche, je suis anti-communiste aussi. Bref, c'est juste pour situer le truc. Mais voilà, comme ce bouquin, je vous sortirai un bouquin sur le communisme, je vous dirai des choses similaires sur le communisme. Là, c'est un bouquin sur le libéralisme. Je fais ressortir ma corde antilibérale. Bref, on continue. Là, je fais beaucoup trop d'apartés. Bernays veut lui aussi, entre guillemets, organiser le chaos. C'est la théorie de Lippmann, organiser le chaos. Et il aspire à être celui qui réalise en pratique le projet théorique formulé par Lippmann. C'est que les nouvelles techniques scientifiques et les médias de masse rendent justement possible de cristalliser l'opinion publique, selon le titre de Bernays datant de 1923, et de façonner le consentement, selon le titre d'un ouvrage de 1955. Dans Propaganda, il écrit, et bon là il dit il écrit, mais en fait ça va être vraiment la première phrase de son livre. Donc vous voyez, il va ouvrir son livre, Propaganda, là-dessus. La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Donc on va dire, aujourd'hui, vu que c'est la mode, on va parler de complotisme. Mais bon, le principe des services secrets, le principe de plein de choses, le Rainbow Warrior, enfin plein de conneries d'ailleurs, c'est que les complots ça existe, le seul problème c'est qu'il faut pas en voir partout. Mais bon, le principe des services secrets c'est d'essayer d'organiser ce genre de choses, de faire croire qu'il y a des armes de destruction massive en Irak. Donc, voilà. Donc, les États-Unis créent un énorme complot entre guillemets, et après on nous dit être complotiste c'est complètement con. Bon. D'ailleurs je fais un parallèle avec le fait que, là j'ai écrit, les partis politiques sont profondément antidémocratiques, puisque justement ça cristallise complètement le débat démocratique, et on ne choisit plus qu'entre le grand parti de droite, le grand parti de gauche, un petit peu l'extrême droite, un petit peu l'extrême gauche, mais on va plus du tout avoir vraiment un choix en dehors de ces partis. Bon, c'est encore pire aux États-Unis, mais d'ailleurs il y a un discours exceptionnel de De Gaulle contre les partis politiques. Il explique que les partis politiques ont été faits à un certain moment de l'histoire de la Ve République, mais qu'ils devraient être supprimés. Il faut absolument voir ce discours de Gaulle. Donc De Gaulle, d'ailleurs, qui est pas un dangereux mec extrémiste d'extrême gauche ou d'extrême droite. C'est De Gaulle, c'est pas un dangereux complotiste. Lui, il vous dit, attention, les partis démocratiques, c'est un problème. Et je fais aussi un parallèle avec Simone Weil. Simone Weil, c'est sûrement l'une de mes écrivains préférés. Sauter sur tous ses bouquins. Et elle a écrit il y a un tout petit bouquin, qui c'est pas vraiment un bouquin, c'est, on va dire presque un discours. C'est tout petit, ça se lit en 1 heure, même moins, qui s'appelle Pour la suppression générale des partis politiques. Tout est dans le titre. Un bijou. Faut absolument que je fasse une fiche de lecture là-dessus. Poursuivons. Cette idée que cette forme de gouvernement invisible est tout à la fois souhaitable, possible et nécessaire, et restera omniprésente dans les idées de Bernays, et au fondement même de sa conception des relations publiques. Ouvrez les guillemets. La minorité a découvert qu'elle pouvait influencer la majorité, dans le sens de ses intérêts. Il est désormais possible de modeler l'opinion des masses, pour les convaincre d'engager leurs forces nouvellement acquises
dans la direction voulue. Étant donné la structure actuelle de la société, cette pratique est inévitable. De nos jours, la propagande intervient nécessairement dans tout ce qui a peu d'importance sur le plan social, que ce soit dans le domaine de la politique ou de la finance, de l'industrie, de l'agriculture, de la charité, de l'enseignement. La propagande est l'organe exécutif du gouvernement invisible. Voilà. Donc en fait, il dit que c'est inévitable, et c'est vrai que quand on voit les progrès de la psychanalyse et de la psychologie de cette époque, en fait, si ça n'avait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait développé ces théories. Et donc c'est en ça qu'on peut pas vraiment lui en vouloir. Il y avait une sorte de début de libéralisme, de croyance libérale. On pensait que l'homme allait grandir dans le libéralisme, ainsi de suite. Il se disait sincèrement que, vu l'accélération de notre société, ça allait devenir ingérable, et donc il fallait, entre guillemets, gérer ce troupeau. Donc finalement, on peut se dire, ça partait d'une bonne intention. Ce qui aujourd'hui est plus énervant, en revanche, c'est que, de 1, vous allumez n'importe quel média, et on vous dit toujours, on est en démocratie, si vous aimez pas notre régime, vous avez les qu'à aller vivre en Afghanistan. Bref. Donc c'est-à-dire que, là, on démontre que c'est pas le peuple qui a le pouvoir. Et notre société a été fondée avec ces choses-là. Et aujourd'hui, on vient nous rabâcher qu'on est en démocratie, qu'on est dans le système le meilleur du monde, ainsi de suite. C'est ça qui est énervant. Et ce qui est d'autant plus énervant, c'est que on le sait, et ça, ce n'est pas enseigné à l'école. Alors que c'est ça, l'éducation du peuple. C'est comme ça, c'est se protéger contre les abus de manipulation qu'on peut faire contre nous. Et c'est ça qu'on fait pas. Évidemment, nos dirigeants se servent de ces outils de manipulation, ils vont pas vous les donner. Bref. Donc là, j'ai écrit une remarque sur la dernière citation. Quand on parle de propagande, on pense souvent à l'URSS de l'époque, alors que c'était des mensonges grossiers. En effet, on imagine la propagande de l'URSS et de Staline, où il arrivait, il prenait un congrès, il prenait une photo du congrès, il supprimait les 4 personnes qu'il aimait pas sur la photo, et puis il balançait la photo à tout le monde. C'est hyper grossier comme propagande. Alors qu'on ne pense pas que les plus grandes avancées de l'époque en matière de propagande se sont faites aux États-Unis, pays de la liberté. Eh oui. Parce que la propagande, elle est d'autant plus utile, la propagande intelligente, fine, d'autant plus utile quand on est en démocratie, alors que quand vous êtes dictateur, vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde que ça doit être vous qui dirige. Voilà, vous faites juste, vous éteignez les gens qui vont lutter contre vous, et puis c'est tout, quoi. Bon, bref. Donc là, vous voyez, je parle de Nietzsche. Je dis, en fait, Bernays était nietzschéen dans le sens de sa morale, puisque c'était une morale naturaliste, expression de la puissance. Mais évidemment, comme je vous ai dit, pour moi, une morale nietzschéenne assez mal lue, mais faites-vous votre propre idée, c'est pas moi le philosophe. Hein. Donc là, une petite citation, je suis pas d'accord. Il dit, donc le mec de la préface, je suis encore à la préface, c'est horrible. Il est crucial de rappeler combien ce qui est proposé ici contredit l'idéal démocratique moderne, celui que les Lumières nous ont légué. Alors, je suis complètement d'accord, ça contredit l'idéal démocratique moderne. Par contre, celui que les Lumières nous ont légué, les Lumières, ils étaient pas du tout démocratiques, hein, ils étaient contre le fait que, eux ils étaient intelligents, eux ils pensaient, et ils en avaient marre du fait que l'Église nous empêche de penser, mais ils étaient pas du tout démocrates, ils étaient ultra élitistes. Quand on relit les textes des Lumières, c'est bien de la flûte de nous raconter qu'ils étaient démocrates. Bon, après, passons, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Ensuite, là, j'ai mis un petit lol dans la marge, donc on va se marrer. On multiplierait sans mal les exemples des agissements de gouvernements invisibles. Pour en rester à l'actualité immédiate, considérons l'hypothèse d'un retour du tramway dont il est périodiquement question dans les villes nord-américaines. On est en droit de se demander comment et pourquoi le tramway, qui est un moyen de transport commode, sûr, infiniment plus écologique que la voiture et le moteur à combustion, a disparu des grandes villes américaines au milieu des années 1950, alors qu'il y était solidement et depuis longtemps implanté. Pour tous ceux qui sont allés aux États-Unis, les transports en commun, c'est une
merde. Donc tout le monde a sa bagnole, il y a quelques villes où il y a certains transports en commun cool. Donc, alors qu'ils y étaient solidement implantés et depuis longtemps. La réponse tient en un mot, l'automobile. On a en effet délaissé le tramway afin de faire la promotion de la voiture individuelle à laquelle certains voulaient ouvrir les villes. Qui donc? Dans les années 1920, General Motors, Firestone et Standard Oil de Californie se sont attelés à la tâche de convaincre l'opinion publique d'opter en matière de transport urbain pour une solution polluante, inefficace et extrêmement coûteuse. L'intermédiaire était alors une entreprise écran, la National City Lines, qui progressivement acheta et contrôla les compagnies qui possédaient les tramways dans les dizaines de villes. New York, Los Angeles, Philadelphie, Saint-Louis, etc. On procéda ensuite à leur démantèlement progressif, au profit d'autobus achetés par un fournisseur appartenant au trio General Motors, Firestone et Standard Oil. Enfin et en parallèle, on mènera une action politique par le National Highway Users Conference afin de promouvoir avec succès la construction d'autoroutes. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est que les plus grands constructeurs d'automobiles de l'époque et de moteurs de l'époque ont créé une société écran ensemble pour acheter les lignes de tramway des plus grandes villes, les démanteler et en plus faire de la pub pour les voitures et pour créer des autoroutes. Donc là, j'ai écrit dans la marge complotisme lol. C'est-à-dire là, tous les gens qui disent vous êtes des complotistes, machin mon cus. Je veux dire, bon, on pourrait en parler des dizaines de fois avec des dizaines d'exemples. C'est pas parce que, enfin, je veux dire, il y a des preuves que ça a existé. Pourquoi ça existerait plus? Bref. Le programme durera 3 décennies, au terme desquelles les tramways des villes seront remplacés par les voitures individuelles et les autobus. En 1959, découvertes, les compagnies impliquées seront traduites en justice. Reconnues coupables de conspiration criminelle, elles devront acquitter une amende de 3 petits points, au roulement de tambour, $5 000. Donc voilà. Donc des gens qui pendant 30 ans ont desservi la masse, le peuple, qui avaient des sociétés de tramway qui fonctionnaient bien, qui étaient beaucoup moins chères, beaucoup moins polluantes. Par contre, qui ne réjouissaient pas les grandes entreprises qui créaient des moteurs. Évidemment, puisque ça leur faisait un problème, enfin, moins de ventes. Eh bien, ces compagnies qui ont vraiment desservi la population, qui ont été reconnues de conspiration criminelle, ben en fait, une amende de $5 000, c'est autant leur dire, ben vous pouvez faire ce que vous voulez. On est au pays de la liberté. Et les libéraux, ils ont le droit, pour les libéraux, on a le droit d'exercer sa puissance. Ils ont juste fait ça. Ils ont exercé leur puissance. Super. En 1951, après une élection libre et démocratique, Jacobo Arbenz est élu président du Guatemala sur la base d'un ambitieux programme qui promet de moderniser l'économie du pays. Un de ses premiers gestes sera la réappropriation avec compensation des terres appartenant à la United Fruit Company, mais qu'elle n'utilisait pas. La compagnie entreprend alors aux États-Unis une vaste campagne en relations publiques pour les besoins de laquelle elle embauche Bernays. Mensonges et désinformation conduiront en 1954 à une vaste opération de la CIA au Guatemala qui mettra au pouvoir l'homme qu'ils ont choisi, le général Castillo Armas. Ce coup d'État marque le début d'un bain de sang qui fit près de 100 000 morts dans le pays au cours des 5 décennies qui suivirent. Donc là, si vous n'êtes pas au courant de comment le gouvernement et la CIA, le gouvernement américain et la CIA ont retourné, ont usé de leur influence au Guatemala en tuant des gens, en faisant une propagande énorme, et voilà, encore une fois, c'est pas un complot, vu que c'est les États-Unis qui l'ont fait, un pays ami, on peut pas parler de complot, c'est triste. Bref. Intéressez-vous au cas du Guatemala et de la CIA. Très intéressant. On en vient maintenant au vrai livre de Bernays. Ça va durer tellement longtemps cette vidéo.
Donc il commence par la manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Ça, c'est la citation que je vous ai lue tout à l'heure, et j'ai écrit dans la marge, bim, il commence bien. Nous sommes pour une large part gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé. Donc voilà, j'ai écrit dans la marge, j'ai souligné nécessité, je l'ai en tout. J'ai écrit son postulat, le mec est vraiment convaincu. C'est-à-dire qu'il croit vraiment que cette société-là dont il nous parle, c'est une nécessité. Ils nous gouvernent en vertu de leur autorité naturelle, de leur capacité à formuler des idées dont nous avons besoin, de la position qu'ils occupent dans la structure sociale. Donc là, c'est vraiment ce que je dis, je mets dans la marge, je fais un parallèle avec la morale de Nietzsche. C'est l'expression de la puissance. Et c'est vraiment ça, c'est l'expression naturelle de la puissance, darwinienne, puisqu'il dit bien, ceux qui nous gouvernent en vertu de leur autorité naturelle, de leur capacité à formuler des idées dont nous avons besoin. Alors, oui, Nietzsche dit ça, dont nous avons besoin. Mais il est là, dans la morale de Nietzsche, pour pousser en avant. Les gens forts doivent pousser en avant les gens plus faibles. Utiliser leur puissance pour les aider. Pas pour les manipuler. Mais bon, bref. De fait, nous sommes dominés par ce nombre relativement restreint de gens, une infime fraction des 120 millions d'habitants du pays, en mesure de comprendre les processus mentaux et les modèles sociaux des masses. Ce sont eux qui tirent les ficelles, ils contrôlent l'opinion publique, exploitent les vieilles forces sociales existantes, inventent d'autres façons de relier le monde et de le guider. Là, pareil, il faut lire Noam Chomsky et la persuasion clandestine. Ça donne du grain à moudre. Nous ne réalisons pas d'ordinaire à quel point ces chefs invisibles sont indispensables à la marche bien réglée de la vie collective. Théoriquement, chaque citoyen peut voter pour qui il veut. Notre Constitution ne prévoit pas la participation des partis au mécanisme de gouvernement, et ceux qui l'ont rédigée étaient sans doute loin d'imaginer la machine politique moderne et la place qu'elle prendrait dans la vie de la nation. Donc là, en gros, il explique que les partis, il sous-entend que les partis, c'était pas du tout prévu au début, et c'est vraiment une aide énorme au mécanisme invisible. Je vous renvoie à la vidéo de De Gaulle. Le gouvernement invisible a surgi presque du jour au lendemain, sous forme de partis politiques rudimentaires. Depuis, par esprit pratique et pour des raisons de simplicité, nous avons admis que les appareils des partis restreindraient le choix à 2 candidats, 3 ou 4 au maximum. Théoriquement, chacun se fait son opinion sur les questions publiques et sur celles qui concernent la vie privée. Théoriquement. Dans la pratique, si tous les citoyens devaient étudier par eux-mêmes l'ensemble des informations abstraites d'ordre économique, politique et moral en jeu dans les moindres sujets, ils se rendraient vite compte qu'il leur est impossible d'arriver à quelque conclusion que ce soit. Oh, les pauvres. La masse, ils peuvent pas réfléchir. Ils peuvent pas, il y a trop d'informations. Donc faut les aider. C'est normal qu'il faille les manipuler. Voilà, ça c'est vraiment l'idée. Un peu plus loin. Les techniques servant à enrégimenter l'opinion ont été inventées puis développées au fur et à mesure que la civilisation gagnait en complexité et que la nécessité du gouvernement invisible devenait de plus en plus évidente. Voilà, donc pour lui c'est vraiment nécessaire. Comme j'écris encore dans la marge, il est convaincu avec un point d'exclamation, le mec y croit vraiment. Bon après, vous pouvez très bien croire qu'il faut un gouvernement invisible pour diriger tout le monde. Bon, y a plein de gens qui pensent ça. J'allais dire j'ai pas d'opinion là-dessus, en fait j'ai une opinion. Après, on peut avoir ça tant que c'est clair comment le processus de sélection de ce gouvernement. Le problème c'est que là, on nous dit on est en démocratie,
Et à côté, le processus de sélection n'est pas du tout démocratique. Donc bon, moi c'est ça qui me heurte le plus, c'est cette sorte de mensonge, entre guillemets. Donc là, il cite une citation vachement cool de Napoléon, qui dit à je ne sais pas qui, puisqu'il ne le dit pas, mais en tout cas Napoléon a dit apparemment à quelqu'un, « Savez-vous ce que j'admire le plus dans le monde ? C'est l'impuissance de la force pour organiser quelque chose. » C'est-à-dire que si vous forcez quelqu'un à faire quelque chose, ça va être bien galère. Par contre, si vous lui faites croire que c'est lui qui veut voter Macron, eh bien peut-être qu'il va voter Macron. Bref. On en arrive au deuxième chapitre. Aujourd'hui pourtant, une réaction s'est amorcée. La minorité a découvert qu'elle pouvait influencer la majorité dans le sens de ses intérêts. Il est désormais possible de modeler l'opinion des masses pour les convaincre, d'engager leurs forces nouvellement acquises dans la direction voulue. Étant donné la structure actuelle de la société, cette pratique est inévitable. Ça, on peut pas lui retirer, c'est pas faux. Mais justement, c'est pour ça que ce genre de bouquin devrait être lu partout, comme ça ferait un petit peu un contre-pouvoir intellectuel. La propagande est l'organe exécutif du gouvernement invisible. Voilà, donc en fait la propagande est à la société démocratique ce que la force, ou la matraque, là, je sais plus, est à la société totalitaire, c'est ce que dit Noam Chomsky. Honnêtement, c'est vraiment, ça sonne vraiment comme la phrase de Noam Chomsky, on dirait presque qu'elle est directement inspirée de cette phrase. Hein. La propagande est l'organe exécutif du gouvernement invisible, ça fait vraiment la propagande et l'outil du gouvernement de... Enfin bref. Beaucoup trouvent certes que le mot propagande a une connotation déplaisante. Il n'en est pas moins vrai que, dans tous les cas, pour déterminer si la propagande est un bien ou un mal, il faut d'abord se prononcer sur le mérite de la cause qu'elle sert et la justesse de l'information publiée. Donc ça c'est intéressant, c'est que là, il défend le mot propagande, c'est-à-dire que plein de gens lui ont dit le mot propagande, c'est négatif, c'est des relations publiques, puisque c'est pour faire le bien, ainsi de suite. Bref, évidemment, à partir du moment où vous créez un couteau, vous pouvez couper une patate, mais vous pouvez tuer votre voisin. Voilà. Donc là, lui, il est simplement en train de dire « Ah, mais je crée un outil, vous pouvez en faire, entre guillemets, ce que vous voulez, mais si vous le faites pour le bien, pour ce que vous considérez le bien, je vous mets cet outil entre les mains, et là, c'est pas de la propagande, c'est quelque chose de très positif. » Ça me fait vraiment penser, là j'ai même écrit, le parallèle entre la NRA. Donc la NRA, c'est la National Rifle Association. C'est eux qui prônent le droit des armes aux États-Unis. Donc ils prônent le droit des armes, super. Donc le discours sur les armes aux États-Unis, c'est quoi? C'est on a le droit d'avoir des pistolets automatiques, sauf qu'un pistolet automatique, c'est pas fait pour la chasse, quoi. C'est fait pour tuer quelqu'un ou pour faire de la guerre. Donc, ce qui est vachement intéressant dans cette citation, c'est que, comme je vous dis, quand t'as un couteau, tu peux éplucher une patate ou tu peux tuer ton voisin. Sauf que là, il est pas en train de créer un couteau, le mec il est en train de créer un bazooka, quoi. Donc évidemment, le bazooka, il va pas servir à éplucher des patates. Donc j'ai l'impression qu'il se réfugie un peu derrière des grandes valeurs. Si vous faites le bien avec cet outil, la propagande, évidemment que ça tombera en de mauvaises mains. D'ailleurs, Bernays a appris que, dans sa vie, que son livre était l'un des livres de chevet de Himmler ou de Goebbels, un mec qui faisait de la propagande sous Hitler, et il a été choqué. Il disait, mais j'ai pas créé cette théorie ou ces techniques pour que ça serve ça, pour des mauvaises choses et tout. Évidemment, comme s'il pouvait pas s'y attendre. Bref. Un peu plus loin. À en juger à cette définition, la propagande, au vrai sens du terme, est une forme parfaitement légitime de l'activité humaine. Une organisation sociale, religieuse ou politique qui professe certaines valeurs et entreprend de les faire connaître de vive voix ou par écrit, pratique la propagande. La vérité en impose et elle doit l'emporter. Si une assemblée d'hommes estime avoir découvert une vérité précieuse, c'est pour elle un devoir, plus encore un privilège de la répandre. Donc voilà, donc pour lui, la propagande, c'est vertueux, c'est pour propager la vérité. Cherchez des exemples de fois où ça n'a pas propagé que la vérité, vous verrez peut-être que vous en trouverez un ou deux. Donc en gros, pour lui, la propagande, c'est faire connaître son opinion. Et c'est tout à fait honorable quand on parle de vérité. Bon, et je note évidemment, tout le problème est là. Aujourd'hui, à l'heure où j'écris cette page, la une du New York Times contient 8 informations importantes. 4 d'entre elles, soit la moitié, sont de la propagande.
Le lecteur naïf pensera sans doute qu'elle porte sur des faits d'actualité, et pourtant, voici les titres, nani nanana, et ainsi de suite. Donc en fait, il montre juste, il prend le journal le jour où il écrit, et il voit que la moitié, c'est de la propagande, c'est-à-dire, c'est essayer d'influencer les gens. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il montre que les médias, déjà à l'époque, 4 sur 8, sont en grande partie de la propagande. Donc vraiment faire un parallèle avec la citation dont je vous ai parlé tout à l'heure de Mandela. Et ce qui est très important, c'est que à l'époque, les médias se revendiquaient des médias d'opinion. C'est-à-dire que ils revendiquaient montrer une forme de réalité à travers le prisme de leur opinion. Et aujourd'hui, les médias se revendiquent plus du tout d'opinion, ils se revendiquent des médias de vérité, où ils vont nous dire les faits sans analyse. Et avant, d'ailleurs il y a un autre livre qui Se distraire à en mourir, qui est l'un des livres que je préfère de tous ceux que j'ai lus, où il explique bien qu'avant les médias, on pouvait s'informer avec différents médias sur le même fait et avoir des analyses très profondes de ce fait sous différents spectres de vision. C'est-à-dire, j'en sais rien, mais gauche, extrême droite, droite. Et en gros, c'était des médias qui donnaient pas seulement les faits, mais qui donnaient l'analyse des faits et des analyses profondes. Donc si vous en lisiez 2, vous aviez déjà une opinion plus profonde. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de médias d'opinion. C'est uniquement des médias qui disent « je donne la vérité », les faits. En fait, déjà, faire ça, tu donnes jamais la vérité, puisque tu as choisi ce dont tu allais parler, donc forcément, il y a une forme de subjectivité. C'est un gros problème aujourd'hui. Moi, je préférerais être dans une société où les médias assumeraient des médias d'opinion, donneraient des analyses profondes, comme dans le monde diplomatique, à conseiller, et où les gens pourraient se forger une opinion, et non pas écouter simplement ce qu'ils croient être des faits, alors qu'en fait, souvent, c'est de la propagande. Enfin, bon, j'aurais bien envie de dire toujours, mais je ne vais pas exagérer. Compte tenu de l'organisation sociale qui est la nôtre, tout projet d'envergure doit être approuvé par l'opinion publique. Autrement dit, le mouvement le plus admirable risque de passer à la trappe s'il ne réussit pas à marquer les esprits. En matière de charité publique comme en affaires, en politique et même en littérature, partout, la propagande s'est imposée, parce qu'il faut mobiliser le peuple pour qu'il nous donne de l'argent. Donc là, je fais un parallèle avec les associations antiracistes et le besoin de faire des actions pour exister. Donc parfois, il y a des associations antiracistes qui ont porté plainte contre certaines personnes. Finalement, elles ont perdu, mais elles ont fait parler d'elles dans les médias, donc elles vont continuer d'exister. Alors que je trouve ça scandaleux que des gens qui veulent faire le bien dans la forme, c'est-à-dire être antiraciste, finalement, elles ont des combats qui sont pas toujours propres. Et puis bon, il y a des associations antiracistes où les mecs à leur tête prenez dans les caisses, on va dire. Si vous voyez pas ce que je veux dire, vous regarderez SOS Racisme et j'en dis pas plus. Il n'en est pas moins évident que les minorités intelligentes doivent en permanence et systématiquement nous soumettre à leur propagande. Le prosélytisme actif de ces minorités qui conjuguent l'intérêt égoïste avec l'intérêt public est le ressort du progrès et du développement des États-Unis. Seule l'énergie déployée par quelques brillants cerveaux peut amener la population tout entière à prendre connaissance des idées nouvelles et à les appliquer. Voilà, vous êtes heureux, hein ? Vous êtes tous des cons, il y a certains brillants cerveaux qui vous apportent leur lumière. Voilà, enfin bon, bref, j'ai même pas à commenter. Chapitre 3. Les nouveaux propagandistes. Qui sont les hommes qui, sans que nous en ayons conscience, nous soufflent nos idées, nous disent qui admirer et qui mépriser, ou ce qu'il faut penser de la propriété des services publics, des tarifs douaniers, du prix du caoutchouc, du plan de Waves, de l'immigration, qui nous indique comment aménager nos maisons et comment les meubler, quels menus doivent composer notre ordinaire et quel modèle de chemise il est de bon ton de porter, ou encore les sports que nous devrions pratiquer et les spectacles que nous devrions voir, les œuvres de bienfaisance méritant d'être aidées, les tableaux dignes d'admiration, les argotismes à glisser dans les conversations, les blagues censées nous faire rire. Donc là, il commence son chapitre comme ça, et j'ai commenté « Tous les malaises de notre société actuelle viennent de là. Notre société est basée sur le mensonge et la manipulation de masse depuis quasiment un siècle. »
dès que certains mensonges, notamment avec Internet, sont révélés, les gens ne croient plus et se méfient de tout. Cela crée les complotistes. Donc c'est-à-dire que les complotistes, on va leur révéler une chose un peu malsaine dans notre société, un mensonge, et après, naturellement, ils vont ne plus rien croire et voir des complots partout. Alors qu'évidemment, il n'y a pas de complot partout. Mais là où plein de gens voient les complotistes comme juste des tarés qui sont complètement extrêmes et tout, moi je le vois pas du tout comme ça. Il faut pas les voir comme des idiots, mais simplement comme une réaction normale et naturelle à la somme des manipulations qu'il y a eu dans notre société et des mensonges. Donc il y a des tests par exemple qui sont faits dans la théorie des jeux où quand on met 10 personnes et il y a personne qui triche, les gens vont avoir tendance à jouer le jeu, jouer les règles. Par contre, si vous mettez sur 10 personnes, 2 personnes qui vont tricher, les gens qui à la base allaient jouer les règles, mais en fait se disent « Waouh, je viens de voir 2 personnes qui trichent, ça se trouve il y a tout le monde qui triche et je suis le seul à pas tricher et je me fais niquer. » Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se méfier de tout le monde, et en fait pour moi c'est ça des complotistes. Les complotistes aujourd'hui voient le mal partout, alors que c'est simplement une réaction même naturelle et même biologique au fait que on se méfie parce que on nous a révélé certaines choses. Donc, si demain, par exemple, c'est un complot, sur les cigarettes, où les cigarettiers se sont rencontrés et se sont dit, merde, la science est en train de dire que ce qu'on vend, ça fait le cancer, et ils ont réfléchi comment contrer ça, en créant des nouvelles études scientifiques pour pousser toutes les études qui montraient que d'autres choses créaient le cancer, alors qu'en fait la cigarette c'était atroce. Donc en fait, c'est vraiment un complot, je veux dire. Les cigarettiers se sont rencontrés en se demandant, un congrès, un secret, en se demandant comment ils allaient faire pour contrer ces données, qu'ils ne pouvaient pas réfuter. Mais en fait, ils ont créé 10 000 fois plus de données pour les noyer dans la masse. Donc, et voilà, donc ça c'est juste un exemple. Ou alors les armes de destruction massive en Irak, enfin bon, plein de choses assez classiques. Mais sauf que l'une plus l'une plus l'une plus l'une, et ben les gens qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tiens merde, en fait il y a des tricheurs. Pourquoi toute la société serait pas comme ça? Donc là où il faut pas voir, pour moi faut pas voir les complotistes comme c'est juste des cons. Faut voir les complotistes simplement comme une réaction normale à une société qui est en train en déliquescence si on veut. Et donc au lieu de les voir comme des cons, faut les voir comme un symptôme. Le pouvoir des hommes de l'ombre est parfois flagrant. Celui du cabinet secret qui délibéra autour d'une table de poker dans certaines petites serres de Washington est entré dans la légende. Donc là, il y a une petite note dans la marge. Dans cette greenhouse située à K Street à Washington, se rencontraient secrètement chef du crime organisé et membre du Congrès pour négocier des réductions de peine et des évolutions législatives. Elle devint ensuite le quartier général de ce qu'on a appelé le gang de l'Ohio, cabinet de l'ombre plus ou moins mafieux du président Warren Harding. Aujourd'hui, K Street est la rue des lobbyistes à Washington. Voilà, donc des mafieux et des gens du Congrès qui se rencontrent pour décider les remises de peine et les évolutions législatives. Ça veut pas dire que tout le monde était dans le complot, il y avait forcément des gens au Congrès qui étaient pas dans ces rendez-vous, mais bon. Un peu plus loin, il explique que le propagandiste, il est bon de l'appeler conseiller en relations publiques. Alors évidemment, vaut mieux s'annoncer comme ça fait plus propre. Même si bon, pour moi ça reste plus propre de travailler sur un camion poubelle, parce qu'au moins on fait du bien à la société. Donc après, dans ce chapitre, il parle pas mal de l'éthique du propagandiste. Le propagandiste est là pour dire la vérité, pour aider le peuple à choisir vers le mieux de ce qu'il faut. Nanana, mon cul. Voilà. Moi, ça me fait penser à une personne, donc c'est une commerciale, qui m'a sorti pendant un apéro que, bon, ce qu'elle vend, apparemment elle fait assez bien son boulot, elle en est assez fière, mais en gros, quand elle vend ce qu'elle vend à des gens qui en ont besoin, elle n'est pas contente d'elle. Par contre, quand elle trouve un couple de vieux, ou n'importe qui n'a pas besoin qu'on lui vende ce qu'elle vend. Je vais pas dire ce qu'elle vend parce que bon, c'est des connaissances de mes amis, j'ai pas trop envie qu'ils sachent que je parle d'elle. Mais en gros, elle m'a dit droit dans les yeux. Quand j'arrive à vendre ce que je vends à 10 000, 20 000 euros à des gens qui en réalité n'en ont pas besoin, je me dis,
là, j'ai vraiment réussi mon travail et j'ai maîtrisé mon travail à la perfection pour arriver à leur vendre ce dont ils n'avaient pas besoin. Et elle en est fière. C'est-à-dire que, voilà, honnêtement, j'ai mal dormi pendant une semaine de savoir qu'il y avait des gens comme ça. Ouais, c'est horrible. Horrible. La personne est fière de vendre à 20, en plus c'est des choses très chères qu'elle vend, c'est peut-être même plus de 20 000 euros, de vendre à des prix exorbitants des choses à des gens qui n'en ont pas besoin, et c'est là où elle est le plus fière. Voilà. Pour moi, c'est un peu le libéralisme dans l'expression de la puissance. La propagande n'est pas plus une science exacte que l'économie ou la sociologie, car elles ont toutes les trois le même objet d'étude, l'être humain. Les travaux de Trotter et Lebon ont amené à la conclusion que la pensée au sens strict du terme n'avait pas sa place dans la mentalité collective, guidée par l'impulsion, l'habitude et l'émotion. En Grande-Bretagne, les hôpitaux militaires furent la cible de très nombreuses critiques pendant la guerre, à cause des traitements sommaires qui y étaient dispensés aux blessés. Aux yeux de l'opinion, les patients d'un hôpital avaient droit à des soins prolongés et consciencieux. Le mécontentement du public céda quand, au lieu d'hôpitaux, on se mit à parler de postes d'évacuation. Personne n'attendait d'une institution ainsi baptisée qu'elle dispense plus que des traitements d'urgence. Donc ça fait vraiment penser à Franck Lepage. Donc je vous conseille les conférences gesticulées de Franck Lepage. C'est Inculture 1 et Inculture 2. Et je vous conseille toutes les autres conférences gesticulées d'ailleurs qu'il y a. Et aussi, il y a une petite vidéo où il parle des stages qu'ils ont réalisés de désintoxication à la langue de bois. De 1, c'est hilarant. De 2, c'est de la vraie éducation populaire, c'est-à-dire éduquer le peuple. Et ça fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire, là, juste on change un mot, et l'opinion du public change. C'est un peu comme le mot croissance négative, pour pas dire décroissance. Ce grand principe, voulant que nos actes soient très largement déterminés par des mobiles que nous dissimulons, vaut autant pour la psychologie collective que pour la psychologie individuelle. Le propagandiste soucieux de réussir doit donc comprendre les mobiles cachés sans se satisfaire des raisons que les individus avancent pour justifier leur comportement. En gros, il explique pas mal dans ce chapitre comment, quand on interviewe une seule personne, elle va nous dire pourquoi elle a acheté ça, mais en fait, le vrai propagandiste doit pas se satisfaire de ça. Il doit comprendre les choses plus profondes qu'il y a derrière, notamment l'effet de masse ou des choses comme ça. Donc là, on avance plus vite parce qu'il y a plein d'exemples un peu comme ça que j'ai pas retenu parce que sinon je retenais tout le livre, quoi. Le grand public n'est pas une masse amorphe, modelable à volonté, qui exécuterait aveuglément les ordres venus d'en haut. Il a sa propre personnalité, comme l'entreprise a la sienne, et l'enjeu consiste justement à les amener sur un terrain d'entente. Le conflit et la suspicion leur portent tous deux tort. L'entreprise moderne étudie donc les conditions qui permettront de rendre le partenariat souhaité à la fois cordial et réciproquement bénéfique. Donc là, c'est aussi un parallèle avec Franck Lepage. En gros, il explique que le propagandiste met en relation l'industrie et le public, et que les deux y bénéficient, puisque l'industrie va mieux vendre son produit grâce au propagandiste, et le public va avoir accès à un produit auquel il n'avait pas connaissance grâce au propagandiste. Bon, évidemment, sa vertu, il peut se la carrer dans le nez. Ouais, ça c'est... Bon. L'opinion ne réprouve plus comme auparavant les fusions des grandes entreprises. La censure de la Commission fédérale du commerce choque nos compatriotes. Ils ont fait casser plusieurs lois antitrust, au motif qu'elles entravaient les développements économiques. Ils soutiennent les grands trusts et les fusions, objet de toutes les critiques il y a seulement 10 ans. Si le gouvernement autorise désormais des regroupements très larges entre différentes unités de production et de distribution, comme on le voit notamment dans les compagnies ferroviaires ou les services publics, c'est parce que la voix des représentants du peuple
reflète l'opinion publique, désormais favorable à la croissance d'entreprises industrielles gigantesques. Pour des millions de petits investisseurs, les fusions et les trusts donnent naissance non pas à des ogres, mais à des géants bienveillants, car le consommateur profite lui aussi des économies ainsi réalisées, en particulier grâce à la production de masse. Donc voilà, donc en fait, il explique que s'il y a des grands trusts, presque des monopoles, c'est parce que l'opinion publique le veut. Je dis juste que c'est, dans la marge, je mets que c'est intéressant pour l'histoire, parce que ce livre a été écrit en 1928, et il y a eu la crise de 29, juste après, qui justement est causée par cette financiarisation et par ces grands trusts, par ces énormes monopoles, qui sont complètement indécents, et que Roosevelt va complètement casser, avec ses lois antitrust. Donc en fait, lui, il dit clairement, 1 an avant, que les gens sont maintenant pour les grands trusts, et que ça les sert. Alors que ça a créé une énorme crise à l'époque, et que c'est vraiment eux qui ont créé ça. Donc le mec, il croit tellement à ce qu'il dit que être capable de dire ça aujourd'hui, c'est quand même triste. Enfin, aujourd'hui c'est triste, je vais pas regarder ça avec a posteriori à travers l'histoire, mais enfin bon, c'est vraiment intéressant justement de lire ce genre de phrase, je trouve. D'ailleurs, il y a un film très intéressant à ce sujet qui s'appelle 1000 milliards de dollars, avec, je me rappelle plus le nom de l'acteur, mais il est assez cool, Patrick Devers, en fait, qui explique un peu le fonctionnement de ces grands trusts qui deviennent complètement inhumains, où c'est une sorte de cercle administratif très haut, de personnes qui sont pour le bien de l'entreprise, et en fait, ça devient de la folie, un peu comme Jordan Peterson le dit, quoi. C'est des gens qui arrivent hyper haut et qui sont à la tête d'énormes entreprises qui sont complètement plus du tout à l'échelle humaine. Et ce film présente bien cette philosophie des grands trusts. Et donc 1000 milliards de dollars, pourquoi? C'est parce que à cette époque, pour posséder 1000 milliards de dollars, il fallait prendre je sais plus combien d'entreprises dans le monde. Et aujourd'hui, en fait, si on regarde 1000 milliards de dollars, c'est un peu un chiffre symbolique. Et en fait, on peut regarder à travers l'histoire combien il faut d'entreprises pour avoir, combien il faut réunir des plus grandes entreprises du monde pour avoir en tout 1 milliard de dollars. Et en fait, on se rend compte que il faut de moins en moins d'entreprises, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 1000 milliards de dollars, je sais pas combien il faut réunir d'entreprises, mais c'est vraiment pas énorme pour les avoir, alors qu'à l'époque, c'était encore plusieurs centaines. Et en fait, ça part justement de ce problème, c'est-à-dire que la concentration de l'argent, de la richesse, de plus en plus forte dans notre société. Mais bon, cette citation est justement pour l'histoire, elle est vraiment exquise. 1 an après, il y avait Roosevelt, là, il y avait la crise et Roosevelt. Bref. Chapitre 6. La voix du peuple n'est que l'expression de l'esprit populaire, lui-même forgé pour le peuple par les leaders en qui il a confiance, et par ceux qui savent manipuler l'opinion publique. Voilà, petit chapitre qui commence tranquillement. Aussi est-il assez piquant de constater qu'alors que l'entreprise privée a parfaitement assimilé les enseignements de la politique elle-même n'a pas appris grand-chose des méthodes commerciales de diffusion de masse des idées et des produits. En gros, il dit que les industries ont très bien développé la manipulation de masse, mais en fait, les politiques s'en sont pas du tout inspirés. Et donc, justement, grâce à Bernays, c'est là où ça a explosé la sorte de publicité vers la politique. Donc c'est encore plus exacerbé aujourd'hui aux États-Unis, hein, une campagne pour être président, je sais plus combien ça a coûté la dernière, mais je me demande si c'est pas 1 milliard de dollars par candidat de gauche ou de droite. C'est énorme, énorme. Avec, vous allez aux États-Unis pendant les campagnes, il y a des pubs à la télé pour les candidats. C'est invraisemblable. Bon, en France, on commence à aller un peu vers là, hein. Quand on voit toutes les unes qu'a fait Macron pendant l'élection, c'était vraiment un battage médiatique énorme. Et d'ailleurs, on a montré, il y a plusieurs études scientifiques qui montrent que, je sais pas si c'est des études scientifiques, si je pense, des études statistiques, on va dire, qui montrent que vraiment les curseurs, plus vous passez dans les médias,
plus, enfin en fait c'est presque proportionnel le nombre de voix que vous aurez à ce que vous êtes passé dans les médias. Bon, ça a marché pour Macron, et moi ça me fait penser directement à une chanson de Didier Super, qui s'appelle Manipulez-nous mieux, je vous la mets en lien, elle est géniale, et dans Manipulez-nous mieux, il dit même ma mère elle a compris qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Voilà. J'adore ce truc, mais c'est exactement ça. Didier Super, dans cette phrase, résume ce livre. Voilà, aujourd'hui on gagne des élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé. Et enfin voilà, allez voir cette chanson de Didier Super, elle est super marrante et je l'écoute très souvent. La campagne, cependant, n'est qu'un moment de la vie politique, alors que le processus du gouvernement se déroule en continu. À cet égard, même si c'est moins spectaculaire, il est plus utile et plus fondamental de mettre la propagande au service de l'administration démocratique, plutôt que de s'en servir pour recueillir les suffrages. En gros, c'est pour faire... Ce que j'ai noté sur le côté, c'est faire croire que l'on est en démocratie. Donc, on peut amener une collectivité à accepter un bon gouvernement, comme on peut la persuader d'accepter n'importe quel produit. Là, encore une fois, c'est un parallèle avec la chanson de Didier Super. On vend un gouvernement comme on vend un yaourt. Là, il y a un exemple assez long, qui fait 2 pages, qui est vraiment cool, de la mise en pratique de comment il va faire la propagande. C'est vraiment passionnant, je vais pas le lire parce que là je suis fatigué, mais en vrai, tiens, ça va vous inciter à acheter ce bouquin, ça j'en suis sûr. Juste un truc, comment il explique qu'il va faire de la propagande, c'est que quand il va vouloir convaincre des gens d'une idée, il va essayer de réunir d'autres personnes que cette idée peut aider, mais de façon un peu, collatérale, quoi. Et donc en fait, ce que j'ai noté dans le côté, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas de complot. Enfin, quasiment tout n'est pas un complot. En fait, c'est juste que les intérêts de plein de gens convergent pour que quelque chose se passe. Donc en fait, comme tous leurs intérêts convergent, évidemment, ils vont mettre une force pour pousser le courant vers le fait que cette chose arrive. Mais ça veut pas dire que tout le monde, c'est un complot où tout le monde s'est mis autour d'une table et à parler dans le dos d'autres gens pour faire un complot. C'est pas un complot. Simplement, les intérêts de tous ces gens convergent, donc ils vont dans ce sens. Et donc ça crée un courant qui va forcer cette chose à apparaître. Mais les gens ne sont pas concertés pour comploter derrière les autres. Il n'y a pas besoin de complot dans la plupart des choses. Il y a juste besoin d'une chose où les intérêts convergent. D'aucuns rétorqueront bien sûr que la propagande finira par causer sa propre perte, dans la mesure où le grand public en comprend de mieux en mieux les mécanismes. Je ne suis pas sûr de cet avis. La seule propagande qui perdra du crédit au fur et à mesure que le monde deviendra plus subtil et plus intelligent est celle qui est fallacieuse ou foncièrement antisociale. Là j'ai noté dans la marge, c'est fou, il y croit à fond le mec. Un peu plus loin. Quand l'écart entre les classes intellectuelles et les classes laborieuses se creuse, les premières n'ont plus aucune influence et les secondes n'en tirent plus aucun bénéfice, affirme l'historien Thomas Buckle. Dans la civilisation complexe de la modernité, la propagande est l'outil propre à réduire ces écarts. Regardez où on en est aujourd'hui. Et donc là, j'ai noté, putain, il y croit à fond. Ça a mené au capitalisme ultralibéral où 20 personnes possèdent autant que 3,5 milliards d'autres personnes. Voilà. Le mec y croit. Et que dans les civilisations modernes, la propagande est l'outil qui va réduire l'écart entre les plus pauvres et les plus riches. Aujourd'hui, 20 personnes possèdent autant que 3,5 milliards de personnes. Il y croit. Ça me fait penser au dîner de cons. C'est quoi déjà, Il y croit à fond le mec. Ouh là 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 là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond le gars. Un peu plus loin. Considérée sous l'angle de l'éthique, la propagande entretient avec l'enseignement le même rapport qu'avec l'entreprise ou avec la politique. Elle peut, c'est vrai,
être dévoyé, utilisé pour flatter la réputation d'une institution et lui conférer dans l'opinion une valeur artificielle. Rien ne permet de garantir qu'elle ne sera pas abusivement employée. Là j'ai noté, oh, il avoue une faiblesse. Putain, c'est impressionnant. En tout cas, moi je suis impressionné. Autrefois, c'étaient les chefs de tribu, les rois, les dignitaires religieux qui créaient ou modifiaient l'opinion publique. Aujourd'hui, tout le monde partage ce privilège. La démocratie, en effet, a cela de particulier qu'elle autorise le premier venu à essayer de convaincre ses semblables et à exercer l'autorité en vertu de la thèse. Voilà. Donc c'est ce que je dis, c'est sa vision de la démocratie. C'est pas un système où chacun peut s'exprimer librement, mais c'est un système où chacun peut influencer librement. C'est vraiment le libéralisme. Une campagne contre la tuberculose doit convaincre la population que cette maladie est curable, et qu'en conséquence, toute personne présentant certains symptômes doit sans tarder consulter un médecin. Une campagne visant à réduire le taux de mortalité infantile tentera de modifier les comportements maternels en mettant l'accent sur l'importance des tétés, de la toilette, des soins apportés au bébé. En définitive, le service social peut être défini comme une propagande humaniste. Même ce qui a de la vertu, il le transforme dans sa direction. De toutes les institutions artistiques, ce sont les musées qui pâtissent le plus des carences de leur propagande. La plupart des musées ont aujourd'hui la réputation de n'être que des morgues ou des sanctuaires, alors qu'ils devraient au contraire se vouloir les guides et les éducateurs de la vie esthétique de la communauté. Ils n'ont malheureusement pas le lien vital avec cette dernière. En gros, ce que j'ai noté, c'est « il veut leur mise sur le marché ». Tout se privatise, s'achète, se vend, même la culture. Bon, voilà où on en est aujourd'hui. Regardez les conférences Inculture 1 et Inculture 2 de Franck Lepage, justement au sujet de la culture. Ça fera vraiment écho à cette citation. Il dit, donc en 1928, il n'y a pas si longtemps, les rédacteurs de presse s'offusquaient de ce qu'ils appelaient l'utilisation des colonnes des journaux à des fins de propagande. D'aucuns se disaient prêts à éliminer un bon papier qu'ils auraient soupçonné de servir un intérêt particulier. En gros, à l'époque, quand t'avais un journal, même si c'était un journal d'opinion, ton article, il fallait qu'il décrive une opinion, mais qu'il n'y ait pas un intérêt derrière. Bon, aujourd'hui, tous les journaux, tous les médias, quasiment, sont possédés par des multimilliardaires. Regardez Libération, Le Figaro, même BFM TV. Regardez qui possède ça. Voilà. À l'époque, s'il y avait un intérêt particulier, on virait ces articles. Pensez à commencer aujourd'hui. Dans notre monde contemporain, le cinéma est à son insu la courroie de transmission la plus efficace de la propagande. Il n'a pas son pareil pour propager des idées et des opinions. Le cinéma a le pouvoir d'uniformiser les pensées et les habitudes de vie de toute la nation. Les films étant conçus pour répondre aux demandes du marché, ils reflètent, soulignent, voire exagèrent les grandes tendances populaires. Au lieu de stimuler l'apparition de nouvelles manières de voir et de penser, le cinéma ne sert que les idées et les faits à la mode, tandis que le journal a pour vocation d'informer, le cinéma a pour vocation de distraire. Donc là, imaginez, donc là c'était l'époque du cinéma. Imaginez aujourd'hui avec Internet. Le cinéma pouvait uniformiser la pensée des habitants à l'échelle d'une nation. Internet maintenant. J'en sais rien moi, le nouveau sportif à la mode aux États-Unis en NBA porte une nouvelle paire de chaussures. Aujourd'hui, des Français veulent cette même paire de chaussures. Regardez des reportages sur la Birmanie où t'as des vieux Birmans qui sont interviewés et qui disent qu'ils étaient plus heureux avant parce que leur société était beaucoup plus basée sur la famille, l'entraide entre les gens, qu'aujourd'hui les jeunes sont sur leur portable et veulent s'habiller comme des gens à l'autre bout du monde et beaucoup plus influencés par tout le monde entier, beaucoup moins traditionnels. Ils sont tristes. Certains vont dire qu'ils sont conservateurs. Moi, je suis plutôt conservateur aussi dans ce sens-là. Hein. C'est que aujourd'hui, avec les outils qui sont encore plus puissants qu'à l'époque, c'était il y a un siècle,
eh bien, on n'est plus à uniformiser à l'échelle d'un pays, on est à uniformiser à l'échelle de tout le monde. C'est ça qui est incroyable. On va finir par une dernière citation. À n'en pas douter, le grand public prend conscience des méthodes utilisées pour modeler ses opinions et ses comportements. Mieux informé sur son propre fonctionnement, il se montrera d'autant plus réceptif à des annonces raisonnables, allant dans le sens de ses intérêts. Aussi subtil ou cynique qu'il devienne à l'égard des procédés publicitaires, il aura toujours besoin de se nourrir et envie de se distraire. Il continuera à rêver de beauté et à répondre à l'autorité. Donc là, il nous dit que même si nous, on va savoir toutes ces techniques, en gros, de 1, elles continueront, mais de 2, si nous, on est au courant, ce qui va se passer, c'est qu'on va être beaucoup plus critique, beaucoup plus soucieux du fait que ça serve nos intérêts réellement, et que, ok, on va faire de la propagande, entre guillemets, pour nous informer, mais en même temps, on va réaliser ce qu'il y a derrière. Pourquoi? Donc on va se faire informer, mais on va faire beaucoup plus attention. Et ça, donc c'est à la toute fin de son livre, et ça m'a, entre guillemets, donné espoir. Je me suis dit, ok, il veut donner ça comme outil aux propagandistes, mais aussi aux gens pour se défendre contre cette propagande, afin qu'elle soit de mieux en mieux, de plus en plus honnête vers la vérité. Et bien justement, c'est bien le problème, c'est que aujourd'hui, ça, combien de personnes dans votre entourage l'a lu, que vous connaissez l'a lu, combien de personnes s'intéressent à ces sujets? Bon, moi pas mal parce que j'aime bien réfléchir à ces sujets, donc mes potes en général s'y intéressent, mais ça devrait être enseigné à l'école. Et comme même lui le dit à la fin, c'est que plus les gens seront au courant, plus ce sera honnête, plus on pourra faire attention et plus ce sera dans le sens de la vérité, c'est-à-dire que cette propagande, ces pubs seront pour nous servir. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc, ça fait un bon résumé à toute cette fiche de lecture qui, je pense, va être un peu longue. Moi qui voulais faire plus court, mais bon là j'ai pas résisté, j'ai adoré ce livre. Je vous le conseille. Là j'ai sélectionné pas mal de citations, mais il y en a des tonnes que j'ai pas lues, des tonnes d'exemples qui sont passionnants, mais juste fallait que je sélectionne tout le livre si je donnais tous les exemples. C'est vraiment une partie d'histoire, hyper important à lire. Je pense que j'en parlerai beaucoup dans plusieurs autres livres sur lesquels je reviendrai, j'espère, beaucoup plus vite que l'écart qu'il y a eu entre mes deux fiches de lecture. Et je vous remercie beaucoup pour ceux qui sont allés au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de vous abonner, faites-le. Bon, tout le monde fait ça. Je sais pas quoi vous dire, faites ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt en tout cas, je vous remercie.